votre présence. Donc, aujourd'hui, il y aura une exploration originale de la division sexuelle de la dette dans le capitalisme. Et nous avons avec nous Mme Isabelle Guérin, qui est socio-économiste, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, membre de CESMA, Université de Paris-Cité, et associée à l'Institut français de Pondichéry. Elle est spécialisée dans l'économie politique et morale de la monnaie, de la dette et de la finance. Ses travaux actuels portent sur la financiarisation des économies en examinant comment la financiarisation produit de nouvelles formes d'inégalité et de domination, mais aussi des initiatives alternatives et solidaires. Elle a fondé et coordonne l'Observatoire des dynamiques rurales et des inégalités sociales en Amérique du Sud, Odrysse. Bienvenue. Madame Nora Nagel. Bon appétit, désolée. Est professeure à l'UQAM au département de sciences politiques et ses domaines d'expertise sont la coopération internationale, le développement international, le genre, la pauvreté, politique en Amérique latine, sciences politiques et sociologie politique. Bienvenue. Marie Langevin est professeure à l'UQAM au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion et co-directrice de l'OFDIG. Marie a réalisé sa thèse sur la commercialisation de la microfinance au Pérou et ses domaines d'expertise sont économie politique, études de genre, microfinance, philanthropie, capitalisme, responsabilité sociale des organisations. On a aussi avec nous Emma Jean, qui est doctorante à l'Université de Montréal en sociologie, où elle travaille sur les femmes et le capitalisme avec des méthodes de sociologie historique comparative. Dans son terrain de thèse, elle a entre autres réalisé une quinzaine d'entrevues à Kolkata, mais elle apporte un apport davantage socio-historique qu'ethnographique à cette table ronde. Emma Jean est aussi membre du groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale, le GIREPS. C'est ça? Bienvenue à toutes. Pour débuter, il y aura la présentation de l'ouvrage The Indebted Woman, qui examine les rôles cruciaux et pourtant invisibles que jouent les femmes pauvres dans la création et la consolidation des marchés de la dette et du crédit par l'autrice Isabelle Guérin. Suivra une discussion en formule table ronde avec Marie Langevin, Nora Nagel et Emma Jean. Et si on réussit à garder le temps, on espère garder 30 minutes pour avoir des échanges, des discussions. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et Mme Guérin, c'est votre tour. Parfait. Eh bien, merci infiniment Marie d'avoir organisé cette table ronde et merci à vous deux d'avoir accepté de jouer le jeu. Et merci à vous pour l'animation, merci à notre audience qui est en ligne, visiblement il y a quelques personnes en ligne. Donc mon propos va consister à résumer les quelques résultats saliants de cet ouvrage qui est paru il y a quelques semaines, Indebted Woman, avec deux collègues, Santosh Kumar et Venkata Subramanian, deux collègues indiens avec qui je travaille depuis 20 ans. Et donc, voilà, l'idée, c'est de résumer en 30 minutes quelques idées clés. Alors, peut-être commencer par un petit exercice que je fais avec mes étudiants. Les étudiants, je leur demande, d'après vous, qui sont les acteurs clés de la finance. Si je vous dis les acteurs clés de la finance, vous pensez à quoi? Et un peu trop de temps, je ne peux pas faire l'exercice, mais les étudiants, je fais ça aussi avec ma famille. En général, ça marche à tous les coups. On me répond, voilà. Ah ben, le loup de Wall Street, Leonardo DiCaprio, je sais pas, vous voyez, non, c'est une espèce de golden boy ambitieux, charismatique, visionnaire, mais aussi assoiffé de pouvoir. C'est quand même le film le plus commercialisé de Martin Scorsese. Vous pensez peut-être aussi à 15 du siècle, ce film-là, qui est pas mal, je vous le recommande. Et qui montre un des héros, c'est ce génie en mathématiques là, qui passe sa journée à faire des analyses mathématiques hyper sophistiquées tout en écoutant du hard metal. Bref, je pourrais multiplier les exemples. Ce qu'on retient de ces quelques exemples, c'est que pour un certain nombre de personnes, peut-être pas vous, mais de manière générale, pour un certain nombre de personnes, les acteurs, donc ces acteurs clés de la finance, c'est quand même des hommes blancs, hautement diplômés, et qui passent leur journée à faire travailler, à faire tourner des algorithmes pour essayer d'anticiper ce qui va se passer sur les marchés. Et avec généralement très diplômés de grandes écoles de commerce ou de grandes écoles d'ingénieurs,
avec des salaires souvent colossaux qui sont supposés refléter ces capacités-là, cette expertise, hein, une expertise de calcul et d'anticipation, de la prise de risque, la capacité à se projeter, à être visionnaire, à assumer une grande responsabilité. Les femmes sont très peu présentes de cet imaginaire-là. Dans le film en question, en réduite, l'état d'objet sexuel, c'est assez dramatique. Ça, c'est le haut de la pyramide. Et donc, le propos de ce livre, c'est finalement de se pencher sur le bas de la pyramide. Et si on se penche sur le bas de la pyramide et si on s'intéresse à la masse de gens ordinaires qui ont tourné la machine financière capitaliste, et bien finalement, le personnage clé, c'est quelqu'un qui est très différent, c'est cette femme endettée. Voilà. Et cette femme endettée, l'argument principal, s'il y a une chose à retenir, c'est que la femme endettée, d'après nos analyses, notre argumentaire, est finalement la figure centrale de ce capitalisme financiarisé contemporain. Sans cette femme endettée, sans son travail laborieux, routinier, de gestion des dettes familiales, sans les multiples compétences auxquelles ce travail de gestion fait appel, sans son sens de l'éthique, la culpabilité qui est ancrée dans sa chair, dans son fort intérieur, dans sa féminité, le capitalisme financiarisé ne pourrait pas fonctionner. Voilà. Il y a un truc à retenir, c'est cette idée-là. Alors, Martin Scorsese n'a pas consacré, hélas, de film à cette femme endettée, donc on a consacré un livre. Je pense que c'est un moins de succès que le film de Martin Scorsese. Mais l'idée, c'est de rendre justice à cette femme endettée. Alors, ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais de la recherche. Et donc, j'ai eu l'occasion, au cours de ces 25 ans, d'enquêter en France, d'enquêter au Sénégal, d'enquêter au Tamil Nadu, dont je vais vous parler aujourd'hui, en Inde du Sud, au Maroc, au Brésil, la République dominicaine, Mexique. Et en dépit, on est dans des contextes extrêmement variés, paysages financiers très variés, des normes de genre très variées, et en dépit de cette disparité, ce qu'on constate, c'est que les femmes du milieu populaire, encore et toujours, inlassablement, même si c'est de manière variée, gèrent les dettes familiales. Et en même temps, le terrain tamoul, Tamil Nadu, au sud de l'Inde, où j'ai travaillé, où je travaille depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment mon terrain principal avec ces deux collègues indiens. Ce terrain a été vraiment décisif pour comprendre les ressorts de l'émergence de cette femme endettée, parce que ce qui est finalement, avec ces deux collègues indiens, je débarque en 2003 au Tamil Nadu, la femme endettée n'existait pas. Et on a assisté en 20 ans à la création de ce marché financier qu'on a suivi pendant 20 ans avec mes deux collègues. Et c'est sur ce terrain-là que l'ouvrage est basé, tout en cherchant en permanence à resituer la singularité du terrain tamoul et de la communauté sociale à laquelle on s'est intéressé. On s'est intéressé principalement aux communautés Dalits, ex-intouchables, qui sont tout en bas de l'échelle sociale de caste. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que voilà, un travail collectif pendant près de 2 décennies. Vous avez en rouge et orange les deux districts sur lesquels on s'est focalisé. Donc, il n'y a aucune prétention à parler de l'Inde de manière générale. On est vraiment sur un terrain extrêmement micro, où on a combiné, donc moi je suis de formation économiste, on a bien compté les économistes, donc on a combiné des enquêtes statistiques répétées dans le temps, ce qu'on appelle des données de panel, avec de l'ethnographie, vraiment l'ethnographie qui nous a permis de saisir, mes deux collègues sont socio-anthropologues. On a fait une ethnographie collective en combinant nos positions de genre, de caste. Moi aussi, je suis quelque part dans la hiérarchie de caste, de sensibilité, pour arriver à ce terrain ethnographique qui constitue quand même une grosse partie de l'ouvrage. Et comme je l'avais déjà dit, mais je le redis, cherchant quand même en permanence à resituer le Katamoul dans d'autres espaces, dans d'autres périodes de l'histoire, avec l'idée de proposer une montée en généralité. Alors, moi, je suis quelqu'un de très empirique. L'ouvrage est très empirique, très ethnographique. Pour plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner 3 exemples. Le premier, commençons par le Tamil Nadu. Voilà, je vous emmène dans le village de Coimbatore, qui est dans une de ces deux régions en rouge-orange, là. Et donc, dans le cas de Pushpurani, j'utilise un pseudonyme. C'est une dame qui a vécu une quarantaine d'années quand on la rencontre pour la première fois en 2004. Elle est de caste Dalit, elle a 2 enfants, après s'être mariée très jeune, elle sait tout juste lire et écrire. Alors, elle a toujours eu l'habitude d'emprunter de petites sommes auprès de ses voisines, auprès de ses amis. C'est en 2004, quand on la rencontre pour la première fois, qu'elle contracte son premier crédit formel, c'est-à-dire régulé avec un contrat, auprès d'une ONG locale. 3 000 roupies,
environ 35 € à l'époque, je parle en euros, auprès d'une association et à peu près un tiers d'un salaire mensuel. 2022, son encours d'endettement avoisine 800 000 € pile, soit à peu près 9 000 €. Elle est inondée de dettes, dit-elle, pour rendre compte de la profusion d'offres de crédit à laquelle elle est auquel elle a aujourd'hui accès. Alors, elle a arrêté ses activités de petit commerce et de salariat agricole pour se consacrer. Elle a plus le temps, elle me dit comment je pourrais faire. Je dois faire tourner la dette. C'est l'expression qu'elle utilise. Et c'est vrai qu'elle jongle en permanence avec 5, 10, 20, voire plus dettes différentes, contractées auprès de compagnies financières, dont certaines sont cotées en bourse. Prêteurs informels de diverses natures, des ligues locales, prêteurs sur gage, voisins, voisines, ce qui est des voisines. Cette myriade de dettes sert à payer le médecin, l'épicier, les factures d'eau, d'électricité, le mariage de son fils, la rénovation de sa maison. Et donc, loin des clichés sur l'illettrisme financier, son quotidien s'apparête à une véritable gestion de portefeuille, tout aussi complexe que le type qui fait du hard metal dont je vais parler dans la production, à une connaissance fine du marché, une analyse des différentes options en termes de coûts, de risques, un véritable travail d'actualisation financière, mais tout ça fait de manière très intuitive. Elle ne sait pas lire ni écrire, elle ne garde quasiment aucune trace écrite de toute cette transaction. Et comme toute transaction financière, négocier est une autre compétence clé, c'est le travail de rotation, de gestion de rotation des dettes. Et ici, son statut de femme l'emmène loin des canons habituels de la finance. Bien négocier, ça veut dire garder la tête haute, faire preuve d'assertivité, soigner son apparence, sa tenue, sa posture, son attitude. Il faut apparaître comme une femme forte et déterminée à rembourser ses dettes. Bien négocier, c'est aussi sourire, charmer, parfois passer à l'acte sexuel, sans pour autant dégrader sa réputation d'épouse respectable dans un contexte de puritanisme croissant. Sortons de l'Inde, de ses singularités. Je vous emmène à Thiès, une bourgade située à environ 5 km de Dakar, où j'avais fait des enquêtes à la fin des années 90. Je vous donne l'exemple appelons-la Gumour, 42 ans, 3 enfants, d'un époux polygame, petite commerçante sur les marchés, et qui à l'époque me confiait sa fatigue de soigner la honte. Expression très courante chez les femmes sénégalaises de milieu populaire, et qui a plusieurs significations: assumer des obligations de mère, de coépouse, de sœur, de voisine. Soigner sa honte, c'est aussi payer ses dettes. On est dans un contexte où l'argent manque tout le temps, donc s'endetter n'est pas... Vivre sans dette n'est pas pensable, mais ne pas payer ses dettes l'est encore moins. Il y a un tas d'expressions pour parler des femmes qui n'ont pas payé, elle est irrécupérable, elle est fichue, etc. À l'époque, Gumour s'endettait principalement auprès de ses voisines, de ses parents, de quelques prêteurs informels. Je retourne à Dakar en 2015. Je n'ai pas pu retrouver Gumour, mais de toute évidence, voilà, c'est les femmes de son milieu, petites commerçantes, sont aujourd'hui très endettées auprès, là aussi, y compris, Gumour n'avait jamais franchi le seuil d'une banque. En 2015, les marchés bancaires, ça y est, s'adressent à ce type de public. Les femmes sont devenues une clientèle de choix. Et donc, les commerçantes comme Gumour gèrent, elles aussi, un portefeuille assez complexe. On ne parle pas de rotation, mais on parle de creuser, enterrer, on parle de prendre une hyène, déterrer une hyène, j'emprunte ici pour rembourser à droite. Je vous emmène maintenant au Nord-les-Valenciennes, dans le nord de la France. Là aussi, j'ai fait des enquêtes il y a une vingtaine d'années. Je vous parle de Geneviève, une 30-40 ans, sans diplôme, divorcée, un certain nombre d'enfants, 5 je crois, et qui me décrivait elle aussi des astuces multiples qu'elle utilisait pour gérer un budget très tendu. Elle a un portefeuille moins complexe et diversifié que les deux femmes dont je vous ai parlé, mais elle a déployé quand même tout un tas de techniques très, très sophistiquées pour gérer au centime près un budget très tendu. Alors, je la rencontre qu'une fois, mais au cours de l'échange, elle ne cesse de me parler de sa honte. Honte d'avoir été surendettée suite à son divorce, honte que son mari l'ait quittée, honte de soi-disant mal s'occuper de ses enfants, parce qu'elle leur refuse tout un tas de sollicitations, honte de son corps, qu'elle trouve gros, difforme, honte d'avoir longtemps cédé au démarchage à domicile. Dernier en date, c'était un type qui avait essayé de lui vendre, qui lui avait vendu un atlas médical familial, présenté comme un signe de parentalité responsable. Honte aussi d'aller réclamer aux services sociaux. Elle parle de la caisse d'allocation familiale. Pour en parler, elle parle de cette grosse truc. Elle craint en permanence que la caisse d'allocation familiale lui enlève la garde de ses enfants.
Les trois contextes, Samina Douce, pièce dans Valenciennes, qu'a priori tout sépare, l'histoire, l'économie, la culture, les normes de genre, mais un point commun qui n'a cessé de m'obséder au cours de ces plus de 20 ans. Cet endettement des femmes du milieu populaire est crucial à la survie familiale, en étant gravé dans leur corps, dans leur chair, dans leur intimité, dans leurs obligations de mère, d'épouse, de conjointe. Et alors, si on s'attaquait à ça, à ça de manière vraiment forte avec mes deux collègues, c'est aussi parce qu'on avait l'impression que personne ne se souciait vraiment de cette question par quelques cercles restreints. On parle beaucoup de dette publique, c'est vraiment le cas en France, ici, peut-être vous me direz, mais beaucoup moins de dette privée. Alors, on sait quand même que l'endettement des ménages ne cesse d'augmenter. Je vous donne ce graphique. Alors, vous voyez dans les économies émergentes qui sont en bas, on voit que la tendance est à la hausse, mais sur des seuils qui sont, des ratios qui sont bien moins élevés que dans les économies dites avancées, entre guillemets. Mais il faut bien avoir en tête que l'endettement dans les pays émergents, d'une part, il y a très peu de dette immobilière, parce que ça explique la disparité, surtout sur l'endettement et à la consommation. Et il y a aussi une sous-estimation évidente, parce que toutes les dettes informelles, qui dans certains contextes représentent une très grosse part de l'endettement, ne sont généralement pas comptabilisées. Il y a quelques années, pour la première fois, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement tirait ce qu'ils appelaient la sonnette d'alarme sur la vulnérabilité des ménages sur le plan financier, avec un rapport qui est très documenté, mais qui restait complètement muet sur les particularités genrées de cette vulnérabilité. Et là, le problème auquel on se heurte, et qui explique en grande partie pourquoi on ne s'intéresse pas à l'endettement féminin, c'est qu'on n'a pas de données chiffrées. Comme si l'endettement des ménages était quelque chose de global, la dette des femmes étant mélangée à celle de leur conjoint, comme s'il s'agissait d'un tout indissociable. Donc, les seules données chiffrées sur les femmes, en général, portent sur les mères de famille monoparentales ou sur les femmes étudiantes. Alors que de toute évidence, il y a ce qu'on peut appeler une division sexuelle de la dette. Ça, c'est le premier argument du livre. De la même manière que les études féministes ont mis en évidence la division sexuelle du travail, avec cette idée que par-delà les lieux, les époques, il y a une spécialisation des femmes dans certains métiers, les métiers du soin, qui sont peu ou pas payés, valorisés. Et donc là, le premier argument consiste à dire qu'il existe aussi une division sexuelle de la dette qui traverse aussi les lieux et les époques. Hein, bien au-delà du Taminadou, on a cherché en permanence à resituer ce cas avec d'autres régions et d'autres périodes, et on observe vraiment une certaine spécialisation des femmes de milieux populaires, de catégories qu'on va qualifier de subalternes, dans certains types de dettes, avec trois aspects, des sources de dettes qui sont spécifiques. Deux photos. La première, on est sur le surgage, le 19e, dans je sais quel pays d'Europe, de l'Europe de l'époque. Hein, je ne sais pas pour ceux et celles qui ont lu Zola, mais peut-être un certain nombre d'héroïnes d'Émile Zola qui ne cessent d'aller au clou. C'est l'expression qui est utilisée pour parler du prix sur gage, qui consiste à mettre un bien en gage et qu'on va récupérer une fois qu'on aura remboursé. Donc les types de crédits qui sont spécifiquement féminins, le prêt sur gage, les cartes de crédit à la consommation, ce qu'on appelle le payday lending, qu'on trouve au Royaume-Uni, aux États-Unis, peut-être ici aussi. Le microcrédit, supposé aider des femmes pauvres à développer des activités génératrices de revenus. En pratique, c'est quand même malheureusement surtout du crédit à la consommation, très cher, 80% des femmes. Les crédits hypothécaires à risque, les fameux subprimes qui ont causé la crise financière de 2008, dont on sait aujourd'hui, quand on a des chiffres, que c'était quand même surtout des femmes latino et afro-américaines. Autre aspect de cette division sexuelle de la dette, c'est une surexposition de remboursement. Là, on voit que dès qu'il s'agit de gérer des arriérés de paiement, qu'il s'agit de faire face aux huissiers, aux collecteurs de dettes, répondre aux agences de recouvrement, c'est très souvent, quand les données existent, et qui nous viennent surtout de l'ethnographie, on voit que c'est souvent très féminin. Hein, vous avez une étude qui vient d'être faite en France sur la manière dont les agents de recouvrement pour récupèrent les arriérés de loyer. Les agents de ces agences de recouvrement s'adressent en priorité aux femmes. Et un autre marqueur profond de la division sexuelle de la dette, c'est la corporalité des dettes féminines, et le fait que leur corps et leur sexualité soient mis en jeu. Depuis des formes très anciennes de dépossession, traite, esclavage sexuel, etc., dont on trouve encore des traces aujourd'hui, jusqu'à des formes beaucoup plus ordinaires,
si je reprends le cas de Kouchkourani, par qui j'ai démarré mon propos, elle ne s'en sort pas si mal par rapport à ses voisines. Elle arrive à convaincre ses créanciers de par sa réputation de bonne payeuse, son amabilité, elle a le sens de la plaisanterie, et donc elle limite l'acte sexuel avec un seul de ses prêteurs, qui est d'ailleurs devenu au fil du temps son amant. Donc là, on rentre dans une zone grise. Cette zone grise, je pense en particulier à ce qu'on appelle échange économico-sexuel. Expression que vous connaissez peut-être. Et donc voilà, vision sexuelle de la dette, qui prend principalement ces trois formes. Le deuxième argument qu'on a, c'est de dire que si cette femme endettée est un maillon essentiel du capitalisme, c'est par ça que j'ai démontré tout à l'heure, c'est par son travail de gestion de la dette. Lorsque l'endettement des familles pauvres devient une part essentielle de la survie quotidienne, je vais vous donner des chiffres dans un instant, la gestion de cette dette implique des tâches répétitives, chronophages, des compétences spécifiques, et ça crée de la valeur. Donc, pour nous, c'est du travail. Un travail qui suppose des compétences cognitives, mémorielles, émotionnelles, relationnelles, sexuelles parfois. Un travail qui est incorporé, dans le sens où il mobilise le corps, la sexualité. Comme tout type de travail, ce travail de la dette, il est plus ou moins productif. Et donc, ce qu'on observe là dans le cas tamoul, c'est que dans nombre de circonstances, la solidité financière des familles dépend finalement autant de leurs revenus que des compétences des femmes en matière de gestion financière. Et ce travail de la dette, il contribue au capitalisme de différentes manières. Premièrement, il permet de maintenir à flot les finances familiales et en quelque sorte de compenser l'incapacité du capital privé à payer des salaires décents. En quelque sorte, une espèce de subvention indirecte au capital privé. Subvention indirecte à l'État, une grosse partie de ces dettes, c'est le médecin, la santé. Donc, c'est bien face à l'incapacité de l'État à assurer une protection sociale digne de son nom. Et en même temps, ce travail de la dette nourrit les appétits extrêmement voraces de l'industrie financière, de différentes manières à travers lesquelles le travail de la dette contribue de manière significative au capitalisme financiarisé. Je vous donne quelques chiffres. Ce qu'on appelle le service de la dette. Je gagne 100 en 2010, je rembourse 44. 44% sont dédiés au remboursement de la dette, au service de la dette. En 2016, on est à 48%. En 2020, on est à 68%. Et sur ces 68%, les intérêts, le service des intérêts, c'est 30%. Je gagne 100, 30% qui vont à l'industrie financière. Véritablement un extractivisme financier tout à fait massif. Le troisième argument, je passe là-dessus, donc je passe tout le temps. Voilà, quelques chiffres sur la part de la dette féminine. Alors, si on parle très peu de cet endettement féminin, c'est parce qu'on n'a pas de chiffres. Donc, nous, on a tenté de donner de quantifier cela. En comparant la part des revenus, féminins masculins et la part de l'endettement féminin masculin. Et donc, on voit que, alors que les femmes ont quand même des revenus qui sont bien plus faibles que leur mari, la part de l'endettement féminin représente en moyenne 22% en 2016, 24% en 2020-2021, alors que la part de l'endettement est bien plus élevée et augmente beaucoup plus vite. 37% en 2016, 52% en 2020. Et une surexposition au remboursement, que là, on a observé grâce à la technique des journaux financiers. Je pourrais en parler éventuellement s'il y a des questions là-dessus. Et où là, on observe que, contrairement, les hommes gagnent plus. On pourrait imaginer que c'est eux qui vont payer les dettes de leurs femmes quand les femmes les époux ont des problèmes à rembourser. Donc, c'est l'inverse. Les femmes payent très souvent les dettes de leur mari. Autre argument, l'idée d'une dette, qu'on appelle une dette patriarcale. Alors, question souvent qu'on me demande, mais en fait, comment se fait-il que les prêteurs de l'industrie financière ciblent des femmes qui sont pauvres, qui n'ont pas de capital? Ça paraît pas très logique. N'importe quel manuel de gestion financière va vous dire, première étape, c'est d'évaluer la solvabilité. Solvabilité, ça dépend, soi-disant, d'un capital, d'un revenu. Ce qu'on sait, et là, c'est pas nous qui l'avons inventé, vous avez peut-être en tête l'ouvrage 5000 ans d'histoire de David Graeber, l'anthropologue, un des ouvrages d'anthropologie les plus vendus au monde d'ailleurs. Où son propos consiste à dire que quand on se plonge dans l'histoire du crédit et de la dette, on voit que les bons payeurs ne sont pas nécessairement les plus fortunés, mais celles et ceux qui n'ont pas le choix. Et donc, il a toute une analyse extrêmement détaillée où il montre comment, au cours de l'histoire, paysans, artisans, prolétaires, dominés de toutes sortes, n'ont eu de cesse de payer leurs dettes, alors que les dominants
seigneurs, propriétaires, dirigeants, les États, aujourd'hui les banques, payent leurs dettes de manière très capricieuse. On va retrouver des arguments de type similaire dans la philosophie. Je pense à Nietzsche, avec une analyse de la morale chrétienne en termes de dette, hein, comme quoi qui interprétaient la morale chrétienne comme une morale de la dette et de l'obligation, avec cette idée que les fidèles sont transformés en débiteurs perpétuels, hein, ce qui les amène à adopter des codes de comportement très, très, très rigides. Vous avez aussi le philosophe plus récemment, Maurizio Lazarotto, philosophe italien, qui reprend l'analyse nietzschéenne pour expliquer les politiques contemporaines d'austérité, qui, d'après lui, forge une éthique de la responsabilité individuelle qui explique pourquoi les pauvres payent leurs dettes. Ils sont coupables. Très bien. Ce que nous montrent tous ces travaux, tout à fait passionnants, c'est à quel point le langage de la dette est utilisé historiquement aujourd'hui pour justifier des mécanismes de domination. Domination économique, domination religieuse. On peut aussi faire un parallèle avec les dominations raciales. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les femmes dans tout ça. Et avec cette idée qu'il y a une dette patriarcale que ces auteurs ont complètement négligée et dont il faut absolument tenir compte. Et avec cette idée que, voilà, comme si les femmes, de par leur statut de femme, étaient condamnées à expier une dette qu'elles ne pourront jamais rembourser. Comme si la dette en tant qu'obligation était finalement une condition ontologique de la féminité. Alors, on pourrait s'arrêter là et conclure de manière un peu déterministe. Là où le terrain tamoul a été très utile, récemment, j'écoutais à la radio Georges Poulandier, un anthropologue assez connu, qui disait « Moi, je n'ai pas d'imagination. Les écrivains et les écrivaines ont de l'imagination et ils peuvent nous faire rêver, nous faire imaginer d'autres mondes. » Les sciences sociales, c'est par la comparaison et le fait de se promener dans le temps et dans l'espace que c'est cet exercice-là qui permet d'ouvrir le champ des possibles. Le cas tamoul a été extrêmement utile pour montrer à quel point, effectivement, il y a une espèce de récurrence de cette dette patriarcale, puisqu'on sait aujourd'hui que, quels que soient les lieux, le matriarcat n'a jamais existé et qu'il y a toujours l'idée de féminité comme obligation est quelque chose qu'on retrouve de manière systématique. Mais ce qui a été très instructif dans le cas tamoul, c'est qu'il y a 20 ans, cette femme endettée n'existait pas. Et ce qui a été vraiment instructif, c'est de voir à quel point l'essor du marché du crédit pour les femmes dalits, s'est accompagné d'un changement profond et radical des modèles de mariage et de parenté et des normes de sexualité. En bref, alors que les femmes dalits étaient historiquement considérées comme des individus économiquement productifs, relativement libres sur le plan sexuel, elles sont aujourd'hui appréciées principalement pour leur responsabilité en matière de procréation et leur chasteté. Qu'on pourrait appeler, pour celles et ceux qui connaissent les travaux de la sociologue Maria Miss, une phamofoyerisation des normes de parenté. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, on pourra y revenir dans les questions. Plein de facteurs qui expliquent ceci. Pour notre propos, ce qui est important, c'est deux conséquences fondamentales pour les questions d'endettement. Le premier, c'est que les femmes elles-mêmes cherchent à s'endetter. On pourrait dire que cette femme endettée, c'est le produit d'une industrie financière capitaliste qui cherche à tout prix qui a compris que les femmes étaient une clientèle captive et disciplinée. Là où ça devient plus compliqué, c'est que les femmes elles-mêmes sont en demande de dette. Là, il faut regarder l'autre face de la dette, le crédit, qui est une somme qu'on vous met à disposition, et qui est une promesse sur l'avenir, qui est un signe de confiance. Dans un contexte où les femmes sont considérées comme inutiles, c'est l'expression qu'elles utilisent souvent, s'endetter est une manière de regagner un espoir. Le fait qu'il se réalise est une autre question, mais un espoir de regagner de la valeur. Et l'autre conséquence essentielle de notre propos, c'est que cette éthique du remboursement, qui est étroitement liée à ce sentiment de dévalorisation, d'inutilité, d'infériorité, et donc honorer ses dettes est une manière en quelque sorte de compenser ce sentiment-là. Alors cette éthique du remboursement, elle vient là aussi de plein de facteurs, mais il n'y a rien de nouveau dans ce constat-là, mais voilà, ce sentiment d'inutilité et ce sentiment de honte et de culpabilité qui est aussi renforcé par la dépossession de leur sexualité, la négation de leur plaisir sexuel. Tout acte sexuel est assimilé à une souillure, quelque chose de sale, de dégradant, et qui renforce de toute évidence cette éthique du remboursement. Quand on compare plusieurs générations qu'on a pu faire à travers nos 20 ans d'ethnographie, on voit très clairement une différence par rapport à cette éthique du remboursement entre femmes de plusieurs générations. Le dernier point, je n'ai pas trop le temps de développer, mais pour conclure,
c'est que voilà, on a toute une réflexion, je ne vais pas développer parce que je n'ai pas le temps, mais sur ce qu'on fait une fois qu'on a fait cette observation. Donc, on a un chapitre et puis la conclusion qui revient sur voilà, comment sortir de cette dette patriarcale. Évidemment, pas de solution miracle, mais je dirais simplement que voilà, il y a un enjeu essentiel qui consiste à redéfinir qui est créancier finalement, qui est débiteur. On a cette espèce de situation complètement grotesque où à la fois les femmes se sentent en permanence endettées moralement, financièrement, enfermées dans une sorte de dette impayable à laquelle dont elles ont beaucoup de mal à sortir, alors même qu'elles rendent tout un tas de services infinis à leur famille, à la société dans son ensemble. Donc, il y a vraiment cette question de, voilà, au final, qui est créancier, créancière, qui est débitrice? Est-ce que ce n'est pas plutôt la société qui est débitrice de ces femmes-là? Et donc, voilà, par rapport à toutes les mesures qu'on pourrait imaginer pour sortir du poids de cette dette patriarcale, il nous semble qu'à travers toute cette analyse, réévaluer qui doit à qui et inverser le stigmate de la dette, ce qui suppose d'attaquer au nombre de parenté, de sexualité, ce qui suppose de sortir de cette vision de la féminité comme un statut ontologique de débitrice et de coupable. Voilà, nous semble être la seule manière d'inverser cet ordre patriarcal de la dette. Merci. Merci beaucoup. Qui prend la parole en premier? Laura? Moi. On n'a pas la parole. Merci. 10 minutes. Tu prends mon temps? Oui. Tu me diras quand tu as 5. Oui. 3, 2. Merci beaucoup. Et je ne pense pas que je vais faire 10 minutes, mais comme ça, je suis sûre. Mais merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de lire ce livre complètement fascinant. Alors, je vais en faire un commentaire depuis mon point de vue situé. Je suis une femme blanche travaillant dans une université occidentale, mais surtout, je ne travaille pas sur l'Inde, je ne travaille pas sur la dette, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas économiste. Je travaille sur l'Amérique latine et sur les politiques sociales. Donc, c'est depuis là que je vais vous parler. Donc, je trouve que ce livre est vraiment indispensable et passionnant, mais aussi bouleversant, parce qu'il est aussi riche que vraiment difficile et terrible. Donc, je trouve que la démonstration de faire le lien entre capitalisme, patriarcat, État, famille, relation de parenté et sexualité est vraiment probant et montre comment, j'avais jamais vu ça en fait, visibiliser que la gestion de la dette est un travail de care et un travail productif des femmes. Et ça vient parce qu'elles n'ont pas d'autonomie financière et sexuelle. Donc, lier ça, c'est vraiment brillant. Et ça permet donc de tant maintenir le patriarcat que de maintenir, parce que ça permet de maintenir le statut des hommes. Il y a toute une idée de la réputation du foyer et en fait qu'on parvienne à être cette famille sur l'espace public, qui ne soit pas les pauvres qui n'ont rien, pouvoir être dans les cérémonies, pouvoir participer à l'échange. Donc, ça permet de maintenir cette famille hétérosexuelle patriarcale et en fait de maintenir et de subventionner et de faire développer le capitalisme. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un grand écart micro-macro qui est très intéressant et qui est une démonstration d'argument vraiment très bien. Un deuxième point, moi, comme je disais, je travaille plutôt sur l'Amérique, je travaille sur l'Amérique latine, sur les féminismes latino-américains. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une épistémologie décoloniale, telle que les féministes latino-américaines racisées décoloniales le formulent, mais ce n'est pas une littérature qui est du tout présente dans le livre. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est proche, mais ce n'est pas du tout une littérature. Donc ça, j'ai des commentaires questions. Donc là, c'est un commentaire question. Parce que, ontologiquement, c'est vraiment montrer en même temps la matérialité de la domination avec des mesures très quantitatives et objectives de cette dette féminine, et en même temps d'avoir tout à fait épistémologiquement, ontologiquement, une approche subjective et interprétativisme pour rentrer dans l'intime, pour montrer comment cet intime est profondément lié à ces formes de domination patriarcale, capitaliste, néocoloniale, qui sont la manière dont les féministes décoloniales parlent de la domination.
Même chose au niveau de la méthodologie, j'ai trouvé que j'ai vraiment trouvé super qu'il y ait un chapitre. Alors, on dit à la fin de l'introduction, vous pourriez passer le chapitre méthodologique, mais j'ai trouvé, moi, je me suis lancée dedans et j'ai trouvé ça très enrichissant. Très enrichissant pour connaître, donc aussi, on pourrait être proche des méthodologies décoloniales et on apprend beaucoup sur la recherche collaborative, sur la recherche collaborative nord-sud. Et en même temps, voilà, il y a encore des questions d'ombre que ce serait moi, je trouverais ça super intéressant. Comment vous avez fait pour écrire à 6 mains? Parce que les 3 noms, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des chapitres par personne, mais en fait non, tous les noms sont sur l'ouvrage, donc vous avez tout écrit, enfin c'est ce qu'on se demande. Mais en même temps, quelles sont quand même les relations de pouvoir entre Isabelle et les 2 personnes du Sud? Isabelle a quand même un statut de chercheur à plein temps, alors que les 2 autres sont sans doute dans des situations de chercheurs plus précaires. Qu'est-ce qui est aussi le retour aux interviewés, le retour à Pachaoui, Fabri, enfin, toutes les femmes qu'on rencontre, à la communauté. Et de nouveau, c'est une méthodologie décoloniale parce qu'il y a vraiment, on part du micro, on part de l'intime, on part du corps des femmes pour avoir des arguments beaucoup plus macro, beaucoup plus sur les dominations intersectionnelles. On parle pas comme des féministes, des dominations patriarcales, capitalistes, néocoloniales. Et au moment où je me disais, mais justement, où sont les rapports de où sont les rapports coloniaux? Ils sont moins présents que si on avait été sur l'Amérique latine, mais ils sont quand même présents. On a quand même souvent des rappels, qu'est-ce qu'a fait la Grande-Bretagne, qu'est-ce que ça a changé. C'est une recherche super forte empiriquement, plein de choses. J'ai été voir sur Internet où ça se trouvait et j'ai appris, donc c'est très très riche empiriquement. Je trouvais ça super intéressant que les femmes, en fait, elles, dans cette pauvreté, il y a peu d'intimité parce qu'elles cuisinent dehors, mais aussi pour montrer qu'elles ont. Donc, on rentre dans l'intimité de ces femmes. En fait, on fait un voyage. Littéralement, on voyage avec elles. Mais en même temps, il y a des choses qu'on ne sait pas. Comment ça se fait qu'elles arrivent à cacher leurs relations extramaritales alors que j'ai l'impression que rien ne peut être caché tellement elles vivent dans la promiscuité. On se demande aussi qui sont ces prêteurs. Maintenant, Isabelle l'a dit, j'avoue que je n'ai pas lu Ange. Il y a peut-être des bouts qui m'ont monté, mais qui, eux, ont d'autres femmes qui doivent aussi avoir des dettes, puis qui font des relations sexuelles. Puis, en fait, les hommes le savent très bien et tout ça au nom... Enfin, certains hommes le savent, donc c'est intéressant l'hypocrisie autour de là. Rôle des émotions. Le rôle des émotions est fondamental, et là, c'est vraiment une approche féministe décoloniale, et aussi Butler et d'autres qui ont travaillé sur les émotions. Mais pour nous qui ont des émotions quand on lit la recherche, que les émotions sont au cœur de la gestion de la dette. Donc, et les émotions des femmes et des corps. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est ce qu'on appelle les liens, les tensions entre les structures et l'agencéité des acteurs. On manque vraiment le poids des structures et de la domination qui est très, très, très fort. La continuité de l'échange sexuel de Tabet est vraiment passionnante. Moi, j'avais des questions sur le rôle de la maternité. On en parle moins. Elles font tout ça, tout qu'on fait vraiment pour être des bonnes mères, pour être peut-être même plus des bonnes mères que pour être des bonnes épouses. Elles ont l'air quand même de dénigrer partout pas mal les hommes. Mais qu'est-ce qu'on en dit des ménages sans enfants, infertilité? Qu'est-ce que c'est les liens entre les co-époux, solidarité, conflit, concurrence? Mais en même temps, il y a des interstices de pouvoir, d'amour et de soins, les femmes les unes avec les autres, des réseaux sociaux. Là aussi, je me demandais, est-ce que la sortie de l'hétérosexualité est possible, une certaine solidarité lesbienne, ou en tout cas de prendre soin les unes des autres, aussi dans la sexualité et dans le plaisir. Parce qu'à un moment, on dit la prostitution, c'est pire que la prostitution, c'est pire que l'homosexualité. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Puis j'ai adoré le côté décolonial en disant, mais en fait, elles ont plus de contrôle que nous sur nos économies, parce qu'elles savent où ça va. Nous, en banque, on finance l'armement. Donc c'est aussi une critique générale et puis de retour de rapport de pouvoir. Alors moi, j'ai plein de choses à dire sur l'État social, parce que là-dessus que je travaille, c'est vraiment qu'elle subsidie l'État social. Et ça nous montre vraiment que l'État social fabrique du genre, que le genre fabrique l'État, qu'on fabrique des hommes et des femmes qui doivent avoir certains rôles sociaux. On voit aussi le rôle des ONG, donc qui sont censés être des rôles de développement, qui pourraient être humaines, mais qui sont des ONG de microcrédit, qui ont tout compte fait vraiment une disciplinarisation des corps, comment s'habiller, comment marcher, comment se vêtir pour être une femme qui peut emprunter. Donc là, j'étais vraiment très surprise et très choquée en même temps.
Et ça, la fin du livre, qui est endetté, et montrer que c'est une nécessité, qu'en fait, elle s'endette pour subsidier l'État. Et donc, il y avait une ligne, quelle politique sociale? Quelle politique, moi, je travaille vraiment qu'est-ce que les politiques sociales font en genre? Donc, et donc, je pense que ça demande vraiment une réflexion pour que les politiques sociales permettent de sortir de cette hétérosexualité normative et de la division sexuelle du travail, et donc une politique sociale de degendering, hein, ça je cite Orloff, qui permettrait une fluidité des sexes, une fluidité des genres, une collectivisation du care, et permettre de sortir de la famille basée sur les liens de parenté. Donc, c'est un peu la révolution totale féministe de Rita Segato qu'elle termine dans l'histoire des féminicides, c'est un peu de ça qu'elle parle. Et en même temps, je trouve que le livre, c'est un vrai livre féministe avec vraiment cette épistémologie féministe en montrant qu'en fait, les femmes, c'est pas par leurs intérêts, si on était plus dans un truc économiste, libéral, coût-bénéfice, elles n'ont pas de bénéfice à maintenir. C'est pas rationnel pour les femmes de rester dans la situation parce qu'elles sont pauvres et elles ne font que s'encourir là-dedans. Donc, elles auraient tout intérêt à sortir de l'hétérosexualité et sortir d'avoir des enfants, que c'est complètement irrationnel de faire des enfants. Moi, j'en ai 2 petits, là, je m'en rends compte que c'est de plus en plus irrationnel. Mais elles ne le font pas. Et donc, ça nous montre vraiment en quoi les sciences sociales féministes sont indispensables pour rendre visible l'invisible et comprendre ces systèmes de nomination, en même temps d'agencéité des femmes. Peut-être aussi ces agencéités, on n'en a pas beaucoup parlé non plus, mais est-ce qu'elles se mobilisent? Est-ce on en parle peut-être sur d'autres? On fait à la fin du livre toutes les manifestations des collectifs, mais pas spécialement sur vos interviewés dans le sud de l'Inde, dans cette région. Voilà. Est-ce qu'elles ont des résistances plus collectives plutôt que micro-subversives? Merci beaucoup. Merci, à 10 secondes. La prochaine personne qui intervient, c'est Marie-Léoire. Oui, j'aurais dû te partager ma complicité. Là, j'avais proposé à mes collègues d'aller en ordre alphabétique inversé. C'est ça, la proposition. Alors, merci Isabelle d'être venue à nous. Merci à toutes et en fait, c'est parti à toutes et à tous, parce qu'il y a toutes sortes de gens avec nous aussi en ligne, d'avoir rejoint cette invitation. Pour moi, c'est un moment assez particulier aujourd'hui parce que, bon, tranche de vie un peu personnelle, ça fait quand même un bout de temps que je travaille sur cette articulation entre économie, société, femmes, et en particulier sur cet objet-là qui est le microcrédit, objet dans lequel la communauté internationale dominante a placé énormément d'espoir, objet sur lequel on entend toute une romance depuis, bon quoi, au moins 2, si pas 3 décennies, hein. Et objet qui, pour moi, pose de sérieux problèmes, de sérieux enjeux. Et le premier bouquin que j'ai lu en français, parce que quand j'ai commencé à travailler sur ça, c'était beaucoup plus facile pour moi d'utiliser des travaux en français pour m'aider à réfléchir. Aujourd'hui, c'est plus un enjeu. Mais à l'époque, l'ouvrage d'Isabelle était un ouvrage qui m'a été très, très utile pour m'aider à penser. Puis je sais que je n'ai pas été la seule dans cette génération-là de chercheuses sur la microfinance, parce que l'ouvrage d'Isabelle à l'époque, celui qui nous disait qu'on ne devait pas démoniser cette histoire du microcrédit, où ça tournait autour de l'émancipation, mais aussi du rapport de cette tension entre l'émancipation et l'exploitation avec les femmes, le crédit, la dette oubliée. Et donc, aujourd'hui, 20 ans plus tard, peut-être, de voir ce travail-là publié, où il me semble que là, il y a quelque chose de... En fait, quand je l'ai lu, parce que là, maintenant, bon, je peux dire que j'ai lu les 2 ouvrages parce que j'ai terminé le nouveau bouquin d'Isabelle hier soir, il me semble qu'il y a un pas de plus qui a été fait dans ce travail-ci, où là, il y a une réelle articulation avec l'économie politique capitaliste, où le lien maintenant il est fait entre cette femme endettée et la survie du système en place. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très éclairant parce que ça m'aide à penser cet objet de recherche-là ou cette articulation entre femmes
Femmes, économie, société, ou même Femmes, vie et finances. Et je pense que c'est une des grandes forces de l'ouvrage, d'être capable de faire ça et d'être capable de jongler à travers ces différents niveaux d'analyse aussi, parce que si vous êtes à trois capables, je pense, de raconter cette histoire-là, qui est plus qu'une histoire parce que vous produisez une réelle proposition théorique sur le fonctionnement, la survie du capitalisme et le rôle que les femmes et les femmes en réalité jouent. Si vous êtes capable de le faire, c'est que vous arrivez à jouer sur ces différents niveaux-là. Et là, je pense que ça rejoint aussi ce que Laura nous explique. Cette posture décoloniale, qui est effectivement pas nommée nécessairement dans le texte, qui n'est pas appuyée sur ce corpus théorique-là, latino-américain, et qui est quand même extrêmement présent, c'est la prétention de prendre au sérieux l'économie telle qu'elle est vécue au jour le jour. Et quand on apprend vraiment au sérieux, on peut comprendre l'importance que ça joue pour faire fonctionner ce système le système qu'on a encore. Là, je n'ai pas lu les notes du tout, je n'ai pas suivi, mais je vais essayer de me rattacher à ce que j'avais quand même l'intention de dire avant d'avoir écouté aussi Nora. Et donc, un grand plaisir pour moi de t'accueillir, Isabelle, et un grand plaisir d'avoir lu ce bouquin-là aussi. Un bouquin qui, pour moi, présente plusieurs forces. Je le disais, cette capacité de jongler sur les différents niveaux, micro, méso, macro, mais aussi cette capacité que vous avez comme trio de recherche d'avoir tenu bon pendant 20 ans sur un même objet, d'avoir accompagné à la fois ces panels, parce que vous avez fait différentes enquêtes quantitatives, vous avez suivi ces plans-là, mais vous avez suivi aussi des personnes qui nous permettent et qui nous enseignent beaucoup là-dedans. Donc, je pense, une grande force d'un ouvrage qui nous accompagne sur le temps long pour être capable de comprendre, grâce à vos démarches ethnographiques de terrain, grâce aux relations de confiance et à la patience, je pense que vous avez témoigné. Et peut-être qu'on pourrait dire aussi la patience de vos interviewés et de vos participants, parce que ça en demande aussi de leur part, j'imagine. Une force aussi, oui, 5 minutes, très rapide. Une force aussi, je trouve qu'il y a énormément de réflexivité dans cet ouvrage, autant dans dans le chapitre qui est consacré à votre démarche, mais tout au long. C'est un ouvrage qui nous dit qu'est-ce que ça permet de voir, qu'est-ce que ça nous permet de ne pas encore voir, de ne pas encore comprendre, mais on sait où sont les zones encore d'ombre. Les choses, je trouve que vraiment tout au long de l'ouvrage, vous êtes capable à la fois de mettre en valeur vos découvertes, mais aussi d'ouvrir la porte pour une communauté de recherche, puis ce qui resterait à faire puis à comprendre. Aussi, et ça, c'était quelque chose qui, je pense, qui est présent dans tes travaux, Isabelle, depuis longtemps, c'est un bouquin à propos d'une relation entre les femmes, l'économie et le marché. Ce n'est pas un bouquin qui est contre l'endettement. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'éminemment important parce que quand on fait de la recherche critique en économie politique, la recherche féministe en économie, c'est difficile, ou c'est assez rare, à tout le moins, de trouver des travaux qui vont avoir une réflexion critique, mais sans se prononcer nécessairement contre certains outils qui proviennent de la finance dominante. Et donc, dans ce bouquin-là et dans les travaux plus généralement, on n'est pas contre l'endettement, contre l'hypocrisie, mais vraiment toujours sur ce jeu-là entre le rapport à la dette. Donc, une dette qui est une relation sociale. Et ce que ça nous permet de comprendre, en fait, c'est bien aussi à quel point, quand on rentre et qu'on prend ça au sérieux, ce rapport-là que les femmes entretiennent avec le crédit. Et quand tu nous dis, ou vous nous dites que la femme endettée maintient le capitalisme, finalement, et ça, je l'ai compris un peu tard hier soir à la fin du bouquin, c'est à quel point ces dettes-là, ces multiples dettes avec lesquelles les femmes jonglent, qu'est-ce que ça représente? C'est une circulation de la richesse, une circulation de flux économiques, et qui ne sera jamais remboursée. Et c'est vraiment à toute fin qu'on finit bien par comprendre qu'est-ce qui fait que c'est, bon, d'une part, que ces femmes pauvres sont ciblées par une industrie, c'est effectivement parce que ce sont elles qui ont la meilleure capacité de remboursement, une propension à rembourser.
Et ce que ça fait au système, c'est que dans des situations où l'État se retire, dans des situations où, au plan socio-économique ou anthropologique, les femmes sont tassées de la possibilité d'avoir des emplois, d'avoir des postes salariés rémunérés, mais ça prend quand même une capacité dans ces sociétés de remplir la fonction, comme les féministes économistes nous le disent, la fonction de soutenir le travail reproductif. Donc, il faut toujours bien que quelqu'un paie la maison, les rénovations et alimente cette famille-là. Et ce qu'on comprend au final, c'est qu'est-ce qui fait que cette femme endettée est si productive. C'est pas parce que la dette qu'elle accumule produit une richesse, un nouvel emploi ou un nouveau produit ou un nouveau service. C'est qu'elle permet à l'économie au sens large de fonctionner. Et là, je vais y aller avec mon spoon sur le lien avec, pas avec les travaux que j'ai faits sur le Pérou, mais le lien avec quelque chose qu'on vit, il me semble, ici au Québec actuellement. Et je trouvais ça intéressant de partager cette réflexion-là avec vous, puisque dans l'ouvrage, il y a beaucoup de dialogues historiques avec ces femmes endettées de par l'histoire. Et il me semble qu'aujourd'hui, au Québec, on a quelque chose qui nous amène peut-être plus dans la prospective, dans la perspective. C'est le combat que des femmes étudiantes mènent actuellement pour la rémunération des stages dans l'industrie du care, où on a un mouvement social qui est en place depuis peut-être 3 ou 4 ans, qui réclame haut et fort d'être rémunéré pour des stages effectués en enseignement et en santé. Et là, on peut très bien imaginer que c'est en partie des femmes qui sont endettées parce que nécessairement, avec des stages qui sont non rémunérés, ça implique un endettement souvent étudiant qui est beaucoup plus important. Mais ça m'a poussé à une réflexion aussi, parce que dans ta conclusion, Isabelle, je vous explique justement, il faut se poser la question qui est endetté envers qui. Mais là, c'est de réaliser aussi que toutes ces femmes, ces stagiaires qui donnent gratuitement de leur temps pour faire en sorte que l'État social québécois fonctionne, bien, on a probablement une dette collective envers ces femmes-là aussi. Et qu'est-ce que ça permet à l'État québécois? Bien, c'est aussi de donner des subventions souvent sans intérêt, parce qu'il y a une économie qui est faite par l'État quand ces femmes travaillent gratuitement. Et on peut penser que l'État ensuite peut subventionner sans intérêt les grandes industries, les grandes organisations. Ce qui m'amenait à conclure sur ça quand vous citez David Griva qui nous dit « c'est pas tout le monde qui rembourse sa dette ». Il y a des dettes qui n'auront jamais besoin d'être remboursées et il y a aussi des personnes qui seront systématiquement toujours endettées. Et là, on voit bien que c'est pas tout le monde qui a la même positionnalité en face. Pas seulement, j'ai pas dit encore de ce que j'avais sur ma tête. Emma. Bon, ben, merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Moi, j'ai adopté un point de vue un peu décentré, disons, sur la vie, parce que j'adopte vraiment un point de vue plus socio-historique. C'est un peu comme ça que j'ai vu, parce que c'est ce qui concerne d'abord et avant tout mes travaux actuellement. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que dans ce que je vais dire, je vais exprimer certaines critiques, mais en même temps, je veux qu'on garde quand même en tête que, comme les deux intervenants sont dit là, on a une extrêmement grande richesse dans ce livre-là. Ce livre-là présente un peu comment la toile d'araignée de l'endettement est tissée autour des femmes, les enferme, mais qu'en même temps, comment les femmes sont capables de créer elles-mêmes certains liens pour tirer des ressources vers elles, puis pouvoir essayer de jongler un peu avec toutes les situations d'oppression, mais aussi avec les situations de gestion des sentiments qui se présentent dans leur vie. Donc, il me semble en tout cas que quand on se rend au chapitre 2, où on parle de la transition vers pardon. On parle de la transition entre ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, je suis désolé. Donc, quand on parle dans le chapitre 2, quand on parle de la transition, du passage, disons, de l'économie agraire vers une économie plus centrée sur le salariat, hein, ce qui implique là, pour les femmes, cette transition-là va impliquer pour les femmes une transition entre une relative autonomie, une relative liberté qu'elles ont vis-à-vis de leur parenté, vis-à-vis des hommes dans leur caste,
mais qui est accompagnée, de l'autre côté, d'une dépendance qui semble un peu inextinguible, qui est permanente, qui est une dette permanente, mais cette fois-ci envers un peu les classes supérieures de propriétaires terriens. Donc, c'est la situation qu'on avait auparavant dans l'économie agraire. Et ce qu'on décrit dans le processus où on commence à décrire les changements dans les rapports de parenté, par exemple, avec le passage du prix de la fiancée vers le versement de la dot, il me semble, quelque chose de relativement typique qu'on peut constater dans plein de processus de passage de rapports sociaux agraires vers des rapports sociaux capitalistes dans l'agriculture. Donc, c'est un processus relativement typique et qui fait disparaître un peu les statuts de dépendance des travailleurs et travailleuses agricoles envers les propriétaires terriens, qui apporte la mécanisation de l'agriculture et qui crée un peu l'apparition d'un surplus de main-d'œuvre qui est prolétarisé et qui va ensuite, ce surplus de main-d'œuvre-là, se mobiliser soit dans des entreprises typiquement capitalistes ou qui va aussi entrer dans l'économie informelle. Et c'est un peu cette déstructuration-là des familles et de l'économie agraire qui va apporter ces changements-là dans les rapports de parenté. Et donc, ouais, je suis un peu, je suis désolé, je suis un peu perdu. Ça fait vraiment longtemps. Donc, cette dépendance accrue-là des femmes, autant face à leur parenté qu'aux hommes de leur caste avec qui elles vont procéder souvent à des échanges économico-sexuels, il m'apparaît que c'est non pas un rapport qui est capitaliste, mais qui est un rapport qui est spécifique, qui est différent du capitalisme, qui est basé plutôt peut-être sur le contrôle du corps des femmes par soit les castes et les classes supérieures, les hommes de ces castes et de ces classes supérieures-là, ou de l'autre côté par les hommes des castes et de la parenté envers lesquels les femmes deviennent plus dépendantes après la transition vers une économie plus fondée sur le salariat. Et quel serait le rôle de la dette là-dedans? Ben, il me semble que un des rôles de la dette qui est vraiment important dans cette transition-là, c'est que ça, comme c'est évoqué d'ailleurs dans le livre, c'est que ça apporte une contrainte au travail salarié. Donc, ça force un peu les hommes, notamment, à aller se chercher du travail. Et aussi, peut-être un élément qui est intéressant, qui est important, c'est qu'on peut aussi voir la dette et le travail de la dette comme une forme d'accumulation primitive. Donc, on peut, oui, penser au travail de la dette comme un travail de reproduction sociale qui permet le maintien du système capitaliste et qui permet le maintien des rapports de la finance capitaliste et de la circulation de l'argent qui fait en sorte que la société peut se maintenir. Mais on peut aussi voir, je pense, l'espèce d'aspect prédateur de la présence de ces entreprises de finance-là et de leur extension et de leur prise d'importance dans les rapports sociaux au Tamil Nadu, comme une forme d'accumulation primitive, au sens où les femmes qui veulent s'endetter, qui ne veulent pas nécessairement aller travailler parce que ça ne correspond pas à la nouvelle économie politique du sexe. Donc, ces femmes-là, en fin de compte, s'engagent et engagent les ressources de leur famille, leurs propres ressources, et finalement se font extraire ces ressources-là. Et voilà. Je voulais aussi peut-être souligner un aspect qui était important, qui m'a paru intéressant, à savoir que le lien qui existe entre les mouvements de libération, le mouvement nationaliste de l'Hindutva et la montée, si on veut, la transformation des rapports de parenté, des rapports sociaux de sexe
dans ces situations-là. Il m'apparaît un peu que cet échange-là, si on veut, entre une situation où on avait des femmes relativement libres par rapport à leur propre caste et par rapport aux hommes qu'elles fréquentent d'un côté, mais une relation de dépendance avec les hommes des castes supérieures de l'autre. Dans le passé, ça apparaît un peu comme, il me semble qu'on pourrait un peu envisager ou on pourrait poser la question, quel était le rôle du mouvement de libération Dalit, par exemple, dans la redéfinition de ce rapport-là. Comment, par exemple, dire on veut se dégager de l'emprise des hommes, des classes supérieures sur nos femmes, va amener à une redéfinition de la dépendance des femmes par rapport aux hommes. Donc, ça, c'est la première question. Et voilà, je pense que je vais conclure là-dessus. Je suis désolée, j'ai pas une très bonne présentation. Dans les temps aussi. Oui, ça, c'est. Il y a notre collègue Bronia Guérin avec l'Institut de Recherche féministe qui est avec nous. Et je pense qu'on a des gens en ligne aussi qui ont posé quelques questions. Je ne sais pas si on peut partager les questions. Oui, il va aller à l'écran, mais peut-être que les gens vont vouloir prendre la parole aussi. Je sais pas. Peut-être aussi. Il y a aussi les gens dans la salle, si vous avez des questions, les noter. Peut-être qu'on laissera quelques minutes à la fin. Oui, prendre une question. Les questions d'abord. Oui, que les gens puissent s'exprimer. Ouais. Je vais être très patient. Ouais. Déborah, si vous voulez prendre la parole pour intervenir, parce que vous avez fait 2 interventions dans le chat. Ici à l'écran, je pense que tout le monde peut le lire ici. Donc, il y avait une première intervention, là, partager les réalités en Côte d'Ivoire en tant que présidente de la Société coopérative agricole de Nézo, Soukoupa Nézo, je ne suis pas sûre de bien prononcer, de 3000 femmes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'une part, et d'autre part en tant qu'activiste pour la défense des droits des filles et des femmes, commencé en 2015. Les appuis consistent à œuvrer de façon permanente dans le milieu rural par une approche de proximité. Cela contribue à sauver la vie des milliers de filles et de femmes victimes des injustices sociales, des violences de toute nature. Travaille aussi dans une zone de l'ouest de la Côte d'Ivoire, une région patriarcale. De plus, cette région a été très affectée par la rébellion de 2002 et la crise post-électorale de 2010. Des facteurs qui ont constitué à accroître la récurrence des cas de violation flagrante des droits des filles et des femmes dans cette partie du pays. Les traditions et les tabous et les pesanteurs socioculturelles pèsent de tout leur poids sur les filles et les femmes. Et puis, la deuxième intervention, je vais aller tout de suite. Elle souhaite aussi citer les cas de l'exclusion, les violences physiques et morales dans le cadre familial et social, et ajouter aussi le refus de l'accès des filles et des femmes à certaines ressources d'importance capitale. Il s'agit de la répartition des terres cultivables, l'héritage familial qui constitue de l'économie en zone rurale aux yeux de la communauté. C'est pour les interventions de Déborah. Et puis, Julie demandait principalement si le livre va être traduit en français. Et disait aussi qu'elle pensait à la coalition internationale de la marche mondiale des femmes qui apprécierait grandement cette présentation. Je ne sais pas si dans la salle, merci beaucoup pour la lecture des commentaires en ligne. Je ne sais pas si dans la salle, il y a quelques questions qui s'organisent. Oui. Okay. Merci beaucoup pour la richesse des commentaires et pour la présentation de votre travail de longue date. Moi, ce qui me vient en tête, c'est vous avez parlé que vos recherches ont commencé, ça fait 20 ans.
20 ans, faisant un petit peu le lien avec Emma, qui disait que son approche historique elle-même. Donc, si on voit bien, ça fait 20 ans, il y a toutes les politiques d'ajustement structurel qui ont surgi, pas seulement, pas de façon isolée, en Amérique latine, dans les pays asiatiques. Donc, cette propulsion de toutes ces initiatives auto-entrepreneuriat, ce ne sont pas des actions qui ont surgi de façon isolée, c'est-à-dire elles ont été stimulées parallèlement par le FMI, par la Banque mondiale. Donc, effectivement, ces programmes ont pris la forme et se sont adaptés dépendant les différents contextes. Donc, même si en Amérique latine, ça se fait aussi, mais en Asie, ça a pris cette forme. Donc, ma question était, est-ce que vous avez fait des liens clairs dans ce sens, dans toutes les recherches que vous avez réalisées? Une question, peut-être qu'on peut laisser la parole. C'est ça, Madame Guérin répond. Eh bien, merci d'avoir lu déjà. C'est tellement dur de se faire lire, il y a tellement de profusion de choses qui paraissent que on est toujours content déjà quand les gens l'ont lu. Alors, je vais devoir faire un peu le tri, parce qu'il y a énormément de commentaires qui ont été faits, tous très utiles et constructifs. Peut-être un peu choisi quelques-uns. Alors, sur la perspective des coloniales féministes, je suis contente de l'entendre. Je crois que le choix qu'on a fait, c'est au lectorat de juger. Voilà, plutôt que de se revendiquer des coloniales féministes, essayons de le faire en pratique, et puis voyons si le lectorat se retrouve ou pas. Il y a tellement de travaux qui le revendiquent sans vraiment le faire. C'est jamais facile, en fait. Et voilà, et puis voilà, il faut faire des recours, parce que sinon les gens lisent encore moins, donc il faut et ne pas trop compliquer, ne pas trop multiplier les références. Voilà, c'est un peu un argument un peu défensif, mais ça participe aussi du choix, parce que voilà, il faut éviter d'avoir un discours trop complexe. Mais je dirais que l'argument principal, c'est quand même voilà, essayons de le faire, mais c'est au lectorat de juger si vraiment on s'inscrit dans cette perspective-là ou pas. La question sur la relation de pouvoir dans l'équipe, c'est vrai qu'il y a toujours des regrets à l'issue d'un livre et ça aurait été utile d'en dire plus. Bon, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Je crois qu'il y a deux choses. Donc, on a une partie méthodologique. Voilà, on est un trio. Là, une femme blanche, hétérosexuelle, mère de famille, classe moyenne supérieure, qui débarque en Inde. Il y a des femmes Dalit. Enfin, au début, je ne sais pas trop ce qu'elle avait prévu d'ailleurs, mais c'est vraiment emmené dans cette direction. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est donc ces deux collègues, bon, ça a été long, on raconte ça dans un processus assez long, de se comprendre, de se faire confiance. Les deux hommes aussi, ils se connaissaient depuis toujours, mais bon, il y a aussi une certaine rivalité sur le terrain, on ne comprend pas la même chose, et puis on n'entend pas la même chose, on ne nous dit pas la même chose. Et au lieu d'en faire une source de faiblesse, on en a fait une force finalement. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, alors c'est peut-être une évidence pour des gens qui sont anthropologues, mais je trouve que ce n'est pas suffisamment dit. Et puis il y a aussi cet aspect que toute cette intimité, je n'ai jamais imaginé que j'irais travailler sur des questions d'échange économico-sexuel. Économiste au départ, économiste, c'est quand même un peu étroit d'esprit. Et puis les femmes nous ont entraînés sur ce terrain-là. Et ont entraîné en premier lieu un de mes deux collègues. Qui, en plus, bon, il devrait mettre des photos. Voilà, c'est un type qui fait du bodybuilding, qui est très impressionnant, mais qui a ce talent, on en parle un petit peu sans avoir vraiment de réponse. Comment se fait-il que les femmes soient confiées à lui en premier lieu? Ce qui pose plein de questions de méthode aussi, hein, par rapport à cette positionnalité, comme quoi seules les femmes Dalit, il pourrait parler à des femmes Dalit. Ben, là, je crois que le fait que ce soit un type qui ne soit pas Dalit a joué en sa faveur, en fait. Elle m'en a ensuite une réflexion sur le fait que, voilà, moi, femme blanche, avec tous ces fantasmes qui sont véhiculés sur les femmes blanches, avec une sexualité débridée, etc. Donc, je pense que ça a facilité aussi les témoignages, hein, de pouvoir se confier. Vous étiez les deux présentes dans les entreprises? Les deux présents, mais Santosh est celui qui a reçu le plus de témoignages. En étant en permanence sur place. Voilà, mais voilà, relation de pouvoir entre. J'ai pas dit pour que je réfléchisse, c'est pas. Un des deux est en poste permanent. En termes de pouvoir d'achat, il est bien mieux que moi. Okay. L'autre collègue, au début, Santosh, là, le bodybuilder, au début, faisait ça pour gagner sa vie. Aujourd'hui,
voilà, en tant que coach de fitness et gestionnaire, fondateur et dirigeant d'une école de danse, il gagne beaucoup mieux sa vie que moi aussi en termes de pouvoir d'achat, il fait ça pour le plaisir. Donc, en termes de rapport de classe, pas vraiment. Je crois que c'est très égalitaire. Après, sur le processus d'écriture, c'est moi qui écris. Ok. C'est très clair, eux, ça ne les intéresse pas. Et Parce qu'eux, ils n'ont pas de plus-value. Est-ce qu'il y a un livre qui non, sort? ils sont contents. Oui. Voilà, ils le montrent à leur famille, la couverture est sympa. Oui, mais pas comme toi dans un avancement de carrière. Mais voilà, ça joue pas du tout la même chose dans leur avancement à eux. Par contre, ils ont de vraies questions. C'est-à-dire que Venkata, pas le bodybuilder, mais l'autre, famille brahmine, hyper conservatrice, et se questionne beaucoup sur la transformation Dalit, la transformation du rôle des femmes. Et lui, ça répond à des vraies questions de fond sur sa propre société. Santosh, qui est bodybuilder et qui est très sensible à la question du corps, qui a une école de danse, il prend le corps, lui, comme un. Il n'y a pas du tout du Butler, etc. Mais pour lui, le corps, c'est la base de l'émancipation, en fait. Et donc, lui, ça répond à des questions qu'il a depuis toujours sur quel est le rôle du corps dans les sociétés contemporaines, à la fois dans les questions d'oppression et d'émancipation. Il y a tout un discours, voilà, on fait des interventions communes, eux, ils n'ont pas de jargon académique, ça ne les intéresse pas, mais c'est d'autres formes de savoir, d'autres formes d'expérience, et donc, je crois qu'on est très complémentaires. Mais bon, je crois Et toi, tu parles la langue. je parle un peu, je le dis, c'est balbutiant. Mais eux, ils parlent anglais, hein? Mais eux, ils parlent anglais, ouais. Ok, donc vous parlez anglais. Et donc là, on en a fait une richesse aussi. C'est-à-dire, on passe notre temps à traduire le tamoul argotique, le tamoul dalit, qui n'est pas le même que le tamoul. Mais que eux comprennent. Que eux comprennent. Et c'est vrai que c'est parfois une faiblesse, un effort permanent de passer d'une langue à l'autre. Et en même temps, ça pose plein de questions qu'on ne se serait pas posées autrement. Et on a essayé d'en faire une force. On est vraiment sur des questions c'est un secret public, en fait, des relations extramaritales permanentes, que les hommes ne sont pas idiots. C'est eux qui envoient il n'y a pas les récurrences dans les injonctions patriarcales, où on doit à la fois. Il y a une étude qui va sortir en France sur le rapport des jeunes filles à la sexualité et à leur corps, ni pute, ni prude. Pour ce ligne étroite. Si je suis trop habillée, je suis une pute. Si je suis trop habillée, je suis prude et je ne suis pas très attractive. Donc, cheminer sur cette ligne étroite, quelles que soient les femmes, quels que soient les contextes, c'est toujours pareil. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Oui, donc là, les femmes auxquelles s'est intéressée n'échappent pas à ce dilemme-là. Et donc, les hommes vont être en permanence à les épier, les hommes, les voisines, les belles-mères. Voilà, c'est une espèce de chape de plomb qui vient de toutes parts. Avec voilà, le moindre. Si on peut nous attacher, on nous attacherait. L'une d'entre elles nous disait, par rapport à ce contrôle en permanence, pèse en permanence sur le corps des femmes et sur leur sexualité. Et en même temps, ces mêmes hommes vont aller envoyer leurs femmes négocier avec le prêteur, parce qu'ils savent très bien que les prêteurs arrivent mieux, les femmes arrivent mieux à la fin que eux-mêmes. Mais ce qui est. Alors, on en parle un peu dans le livre. Et pour nous, c'était important. Il y a aussi une souffrance masculine très forte. Ces hommes sont complètement émasculés. On parle de ce type là, qui a même une problème d'érection, qui sont simplement liés au fait que c'est sa femme qui gère tout et que le pauvre gars, il est complètement émasculé parce qu'il ne fait plus tourner, il n'est pas l'homme gagne-pain, en fait, il ne sert à rien dans cette famille. Donc toute cette sexualité masquée, c'est un secret public, en fait. Voilà. De même que l'endettement des femmes. Je posais la question de la restitution. Donc ça fait effectivement 20 ans qu'on est dans cette région, ce qui pose plein de questions tout à fait légitimes sur la lassitude des populations. Ce qu'on essaye d'instaurer, c'est une de réciprocité qui prend des formes très diverses. Mes deux collègues sont vraiment des intermédiaires privilégiés pour l'accès à tout un tas de services, d'informations. On a très bien vu ça pendant la période de la pandémie où tous les deux recevaient en permanence des coups de fil et parlaient des intermédiaires sur quels sont les programmes publics disponibles, quelles sont les aides auxquelles vous pouvez avoir accès. C'est l'exemple de la pandémie parce que ça a été vraiment un pic, mais c'est une manière
d'instaurer en fait des relations de réciprocité pour voilà, avoir l'éthique de cette recherche en fait. Évidemment, là on discute, mais qu'est-ce que ça apporte à ces populations-là? Strictement rien. Donc, il y a quand même cette question éthique permanente. Et donc, oui, l'endettement des femmes est aussi un secret public. Une fois, dans cette réciprocité, il y a aussi une séance de restitution. Régulièrement, à l'issue d'une enquête ou d'une publication, on va dans les villages et on restitue publiquement ce qu'on a vu. Et une de ces séances était dédiée à les chiffres sur l'endettement féminin. Et là, mon collègue vacataire m'a dit: ah, ben là, je me suis sentie à l'étranger. L'étranger, c'est-à-dire un peu comme moi, qui, même après 20 ans, continue de poser des questions stupides et décalées. C'est le principe même de l'altérité et de la démarche anthropologique. On pose des questions idiotes pour mieux que personne ne se pose, mais qui sont en fait centrales. Et là, il me dit: je me suis sentie à l'étranger, au sens où, en fait, toutes les femmes savent très bien que c'est elles qui gèrent la dette, c'est marqué sur notre front, elles disent en permanence. Les hommes le savent très bien aussi, mais il ne faut pas le dire. Il faut montrer les chiffres sur ton écran. Et là, les femmes regardaient leur pied, regardaient à droite, c'était la honte. Parce que c'est masculin. Voilà. Peut-être 2-3 points sur l'action des résistances, qui fera le lien aussi avec l'intervention qu'on a eue en D sur les coopératives. Donc moi, je suis partie en Inde au début avec cette idée, voilà, de travailler sur des questions aussi de résistance collective. Et voilà, force est de constater que non, je pense, dans cette région-là. Et c'est là où, regardez là. D'accord. Donc, c'est ça, c'est juste quand On doit sortir ou pas? Non, c'est un test. En plus, c'est un test. C'est un test, d'accord. Non, c'est pas un test. Parce que moi, j'ai pas ça. C'est ça. On continue 5 minutes? Oui, sur la résistance, et là je reviens sur ce que tu disais sur l'ambivalence. C'est ça qui. Oui, il y a vraiment une question politique derrière, c'est-à-dire qu'on échange beaucoup avec le CADT, le comité d'annulation pour la dette du tiers-monde. Et là, en fait, ces femmes-là ne veulent pas s'impliquer dans ce type de demande d'annulation des dettes. Pourquoi? Premièrement, faire des campagnes d'annulation des dettes, ça ne peut fonctionner qu'avec des dettes formelles. Là, il y a une énorme partie de ces dettes qui restent informelles. Et le deuxième point, c'est extrêmement ambigu, c'est-à-dire que les femmes elles-mêmes, pour exister, toutes choses égales par ailleurs, comme disent les économistes, elles ont tout intérêt à s'endetter pour être valorisées. Voilà. Et, ça, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais on est dans des échanges économico-sexuels, dans une domination sur le corps des femmes, sur la sexualité des femmes, ce qui est sordide. Et en même temps, dans un contexte où les femmes sont condamnées à une sexualité passive, certaines tombent amoureuses de leur prêteur. Et utiliser leur corps pour accéder à la dette et construire leur solvabilité est aussi une manière de contourner ces règles de sexualité passive. Donc, vous voyez à quel point c'est ambivalent, ambigu, et c'est fondamental de saisir toutes ces ambiguïtés pour comprendre pourquoi, in fine, il n'y a pas plus de mobilisation politique. Ça ne sera jamais remboursé. Oui, on est dans un système de rente, en fait. Un système de rente où, voilà, en permanence, 30% en moyenne des revenus vont alimenter la machine financière. Donc, tout à fait d'accord sur les analyses. On aurait pu, on dirait qu'on l'a pas fait. C'est pareil, il fallait éviter de se diluer et de disperser les analyses, mais on aurait très bien pu prendre une analyse en termes d'accumulation cognitive qui est tout à fait adaptée. Peut-être la dernière chose, les questions qui ont été posées à la fin, sur le rôle du mouvement de libération Dalit. C'est là où c'est très deux éléments de réponse, et aussi pour faire le parallèle avec ce qui se passe à l'étranger, avec la question globale. Dans les années 60, c'est les mouvements de libération Dalit, il y a plusieurs, mais grosso modo, la plupart d'entre eux étaient d'accord sur le fait que leurs femmes étaient plus libres, et c'était un argument politique fort. Nous, on est pauvres, on est arriérés, etc., mais on a des femmes qui sont plus libres. Aujourd'hui, pour différentes raisons, qui ont été analysées par ailleurs, pas par nous, ce n'était pas notre propos, ces mouvements Dalit sont dans une quête de recherche de dignité qui passe par le contrôle des contrôles. Donc, il y a une inversion complète qui s'est produite et qui passe aussi par la conquête des corps féminins des autres castes. Donc, la rivalité intercaste, qui peut aussi se comprendre par rapport à une histoire
où être Dalit, c'était forcément être émasculé, puisque les corps des femmes Dalit étaient systématiquement appropriés par les classes dominantes. Ils se réappropriaient les corps de leurs femmes, et aussi une quête, une reconquête de leur masculinité. Et par rapport à la question globale, je dirais deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a une parallèle, tendance de fond qui va être redatée, qui va avoir des tournants qui vont être à des dates différentes suivant les continents, suivant les régions, mais effectivement, il y a une tendance de fond sur des politiques néolibérales qui consistent à miser sur l'entrepreneuriat individuel. Ça se poursuit aujourd'hui avec le comportementalisme. Hein, être pauvre, c'est ne pas se comporter de la bonne manière, c'est ne pas avoir une bonne vision de l'avenir. Ce qu'on entend comme l'aberration sur l'irrationalité de ces pauvres. Donc, il y a vraiment une tendance de fond qui est de plus en plus forte, il me semble. Et le Daminado n'est qu'une illustration parmi d'autres de cette lame de fond qui est absolument dramatique et qui passe aussi, par on dit un mot, mais tout le monde a été question d'Amérique du Sud, par des politiques très maternalistes hein, qui forgent cette dette patriarcale. Et ce qui est aussi vrai à l'échelle globale, et je reviens à l'ambiguïté de la dette, c'est que, qui rend les choses très complexes, c'est que dans le cas de l'Afrique du Sud post-apartheid, où la démocratisation de l'accès au crédit a été appropriée par les communautés dites noires pour revendiquer une certaine dignité. On leur fait enfin crédit. Et donc là aussi, une aspiration de ces communautés dites noires pour bénéficier d'une certaine reconnaissance et d'un espoir d'émancipation par le crédit. Il y a un collègue qui a travaillé sur l'Argentine et qui fait le même constat avec les classes populaires. Ce magnifique livre de Julie Chou sur une région complètement enclavée de Chine, où là aussi il y a le rêve de l'émancipation par le crédit pour sortir d'un statut de paysan arriéré. Vous voyez l'ambivalence de ce crédit qui suscite beaucoup d'espoir en fait. Et avec au final, je dirais, voilà, la question qui a été posée par Julie, sur la perspective historique, où la domination se déplace, en fait. Hein, là, on a un espoir d'émancipation du système de caste par le marché, sauf que c'est une illusion, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et donc, en définitive, la domination se déplace. Voilà. C'est cet espoir de libération, de domination historique qui rend les choses très ambiguës et qui explique pourquoi les pauvres, de manière générale, et les femmes en particulier, sont toujours en demande de choses qui ne font que les opprimer. Merci beaucoup. Très longtemps. Je pense qu'il y a peut-être un petit commentaire dans le chat avec lequel on peut conclure. Je ne sais pas si c'est possible de le lire. Vous ne voyez pas. Excuse-moi, je vais aller là. Mais dans tous les cas, je vais commencer par vous remercier à toutes d'avoir accepté cette invitation, Marie-Ève, et de venir présenter vos propos et à Mme Guérin d'avoir présenté son ouvrage.